Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous virtuel que l'on organise maintenant chaque mois. Toujours le même format pour notre webinaire, 20 minutes de présentation suivi d'un temps de réponse à vos questions. Comme d'habitude, une petite précision technique avant de commencer. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long de la présentation en les écrivant dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire après l'intervention de nos intervenants. Après des sujets aussi divers que la prime de partage de valeur, comment sécuriser ma retraite avec le PER ou encore les étapes clés pour réussir ma stratégie carbone, nous allons traiter aujourd'hui le sujet du patrimoine immobilier. Nos experts, Marie-Christine Alves, responsable du pôle patrimoine à ADO, et Yassine Emrani, expert comptable et responsable de notre agence de Toul, répondent à mes questions pour vous éclairer sur ce sujet. Avant de commencer, faisons un petit point sur le marché de l'immobilier actuel qui connaît tout de même depuis maintenant quasiment 2 ans quelques perturbations. Le marché des transactions a en effet fortement baissé. L'un des éléments motivant cette baisse est notamment la hausse des taux suite à une forte inflation passant de 1% à presque 5% en quelques mois. Même si les taux sont revenus sur les bases de 3,5% en moyenne, cela a fortement impacté les différentes composantes du marché, à savoir tout ce qui concerne la promotion immobilière, le marché résidentiel en limitant les capacités d'emprunt et le marché locatif en limitant le rendement potentiel des projets. De plus, les prix de l'immobilier en fonction des localisations ne se sont pas forcément ajustés à ce nouveau contexte. Si nous avons tous en tête que l'investissement immobilier est rentable, il ne faut toutefois pas oublier qu'en contrepartie, il présente un risque de rendement, mais également un risque en capital. Risque de rendement puisque tant les charges que les loyers peuvent être aléatoires. On essaye souvent d'anticiper les charges fixes, que ce soit le remboursement du prêt, l'assurance, la taxe foncière, les éventuels travaux, mais il peut toujours y avoir des imprévus, comme une toiture à changer, des travaux non souhaités mais votés par la copropriété, une contrainte de mise aux normes. Tout cela demandant un effort de trésorerie qui n'était pas prévu dans le plan de financement initial. Quant aux loyers, ils peuvent également être encaissés de manière aléatoire, notamment par exemple en cas de vacances. Votre locataire part, vous n'arrivez pas à louer tout de suite votre bien, ou nécessairement également en cas d'impayé quand votre locataire a des difficultés financières. Dans ces hypothèses, il faudra prévoir une trésorerie de précaution suffisante pour pouvoir rembourser le prêt, et ne pas se retrouver dans une situation financière délicate. En ce qui concerne le risque en capital, il se matérialise quant à lui à la revente du bien avec un risque que le prix de vente soit inférieur au prix de revient. Très bien. Donc je suppose qu'il faut être très sélectif sur le choix du bien. Alors c'est indispensable. Les plus beaux calculs sur le papier, les plus belles brochures doivent être confrontés nécessairement aux critères fondamentaux, à savoir donc l'emplacement, la qualité de la construction, le marché locatif dans le secteur, la performance énergétique et une sélection drastique des locataires. Pour illustrer le propos, prenons le cas de la performance énergétique et de la réglementation qui tourne autour de celle-ci. Les logements avec des classes énergétiques dégradées ne seront plus éligibles à la location. Depuis donc, le 1er janvier 2023 pour les passoires thermiques, à compter du 1er janvier 2025 pour les biens classés en DPE-G, à compter du 1er janvier 2028 pour les biens classés en DPE-F et à compter du 1er janvier 2034 pour les biens classés en DPE-E. Du coup, pour ceux qui veulent acquérir des biens classés E, F ou G, il faut nécessairement prévoir des travaux dans le plan de financement afin d'améliorer la note et assurer la pérennité de l'investissement. Et cette situation, du coup, elle pourra constituer pour lui une réelle opportunité, du coup, pour l'investisseur, mais forcément une pression baissière pour les vendeurs. C'est pourquoi il faut être très exigeant, car on sort rarement gagnant d'un mauvais investissement immobilier. J'ajouterais également que souvent l'investisseur va se focaliser sur la négociation du taux d'intérêt de l'emprunt. C'est important bien sûr, mais l'emplacement et le marché locatif local participeront plus au succès du projet. D'une part, la localisation est un gage de ne pas perdre son capital lors de la revente, et d'autre part, le marché locatif doit être dynamique et une sélection drastique des locataires permet d'assurer des loyers réguliers et surtout l'absence d'impayés. Très bien.
Est-ce que la fiscalité est également à prendre en compte dans l'investissement? Non seulement il faut la prendre en compte, mais c'est un des critères primordiaux pour la rentabilité du projet. Les prélèvements peuvent être parfois très importants, voire confiscatoires, au point qu'on a pu voir certains investisseurs avoir la tentation de multiplier les investissements avec des achats avec travaux pour pouvoir réduire leur impôt. Mais le problème, c'est au risque de voir tout simplement une difficulté pour les remboursements de prêts. Ou alors, ils peuvent également se tourner vers des dispositifs fiscaux de défiscalisation. Là, il faut également être vigilant car certains sont plus attractifs que d'autres, on en parlera plus tard. Il faut prendre bien le temps d'étudier les différentes solutions avant de se lancer. La fiscalité immobilière risque d'autant plus d'être perturbée dans ces prochains mois lors de la prochaine loi de finances pour 2025. Donc, il faut être vigilant sur les options que l'on peut prendre à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, du coup, sur les dispositifs fiscaux actuellement en place? Alors, schématiquement, il y a 3 grandes familles d'impôts sur les locations. Donc, le revenu foncier, donc l'impôt sur le revenu, le régime des meublés, BIC, qui est également l'impôt sur le revenu, on va l'expliquer, et l'impôt sur les sociétés. Le régime dit des fonciers, qui est le plus connu et le plus simple, il s'adresse aux locations dites nues, c'est-à-dire sans meubles. Il permet au choix donc, de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30% des loyers dans le cadre du régime microfoncier, mais dans la limite de 15 000 € de loyer, sans pouvoir déduire aucune charge au réel. Ou alors, de déduire les charges au réel, y compris les travaux de rénovation, même importants, mais pas les travaux de construction ou de création d'appartements. Par exemple, changer une chaudière dans un appartement passe dans les charges. En revanche, créer 3 appartements dans une grange n'est pas déductible des charges. Il faut prévoir les travaux à faire ainsi que leur fiscalité pour adapter au mieux le plan de financement. Les revenus nets ou après abattement sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Si le marché s'y prête, il existe également le régime des meublés qui peut être intéressant. Comme pour les revenus fonciers, il existe un régime d'abattement dans le cadre du micro-BIC et un régime réel qui permet la déduction des charges de fonctionnement, y compris les frais d'achat, les frais d'architecte, et il bénéficie en plus d'un régime d'amortissement pour les dépenses d'investissement. Comme pour les revenus fonciers, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et donc ces 2 régimes sont soumis à la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers avec une exonération au bout de 22 ans pour les impôts et 30% pour les prélèvements sociaux. Et 30 ans pour les prélèvements sociaux. 30 ans, pardon. Avec ce régime d'amortissement, du coup, le régime meublé semble plus favorable. Oui, mais là encore, à condition que le marché existe et que les politiques des villes ne l'interdisent pas ou ne le limitent pas. Il faut aussi prendre en compte le renouvellement du mobilier, puisque comme on loue avec des meubles, nécessairement, ils vont s'abîmer également plus vite, et donc il faudra également les renouveler de manière plus importante. Donc il faudra le prendre en compte dans le plan de financement. Les choix d'investissement en meublé sont assez larges. Ça peut être de l'investissement de type résidence étudiante, ça peut être dans les EHPAD, ça peut être de la location touristique. C'est un domaine qui est très vaste et nous consacrerons un webinaire spécifique dans les prochains mois à ce sujet. Tu as évoqué donc le régime des revenus fonciers, les régimes des meublés et le 3e régime qu'on a évoqué ensemble, c'était le régime de l'impôt sur les sociétés. Ce régime, il est de plus en plus utilisé. Il permet, comme le régime de meublé, de passer en charge tous les travaux, d'amortir le bien, mais aussi, et c'est là où réside l'importance de ce régime, c'est de réduire en fait l'impact fiscal. Pourquoi ? Parce que à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas de prélèvements sociaux, et le taux d'imposition est quant à lui limité à 15% si la société a un bénéfice inférieur à 42 500 €. Mais la contrepartie de tout cela, ça va être 2 choses. D'une part, les plus-values, c'est lorsque vous allez revendre le bien, il n'y aura pas d'exonération de plus-value à terme. Et d'autre part, la société, quand elle devra, quant à elle, distribuer les résultats aux associés, les associés, quant à eux, devront payer soit un prélèvement forfaitaire libératoire, soit une taxation à l'impôt sur le revenu sur les dividendes qu'ils vont percevoir. Le régime de l'impôt sur les sociétés favorise donc des projets qui sont à la recherche d'une fiscalité faible au démarrage, mais qui peut être beaucoup plus coûteux à l'issue, donc, lors de la revente.
En résumé, en ce qui concerne l'allocation nue, elle permet de constituer un capital, mais génère une imposition sur des revenus que l'on ne perçoit pas, du moins qui sont consommés par l'emprunt. L'allocation meublée, quant à elle, a les mêmes caractéristiques, mais permet de réduire le niveau d'imposition en contrepartie d'un renouvellement régulier du mobilier, c'est ce que tu disais précédemment. Et enfin, l'impôt sur les sociétés, avec l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est plutôt faible pendant la phase d'emprunt, mais cet impôt est reporté à la revente et lors du prélèvement des résultats. Très bien. Et en plus, quels sont les dispositifs défiscalisants qui restent actuellement sur le marché immobilier? Alors, les dispositifs défiscalisants sont maintenant beaucoup moins nombreux et beaucoup moins attractifs qu'ils ne l'ont été auparavant. Le plus connu reste le dispositif Pinel. Pour synthétiser, il faut acquérir un immeuble neuf et il vous permet en fait d'avoir une réduction d'impôt sur l'investissement que vous avez effectué. Cette réduction d'impôt, elle est fonction de l'engagement de location que vous allez prendre avec votre locataire. Vous pourrez prendre, si vous prenez un engagement de location sur 6 ans, la réduction d'impôt va être de 9%. Si vous prenez un engagement de location de 9 ans, la réduction d'impôt va être de 12%. Et si vous prenez un engagement de location prorogé sur 3 années supplémentaires, soit sur 12 ans, vous pouvez avoir une réduction d'impôt qui peut être jusqu'à 14%. Tout cela dans une limite d'investissement par an de 300 000 euros. N'oublions pas que cette réduction d'impôt viendra essentiellement gommer la fiscalité que vous allez de l'autre côté générer avec les loyers que vous allez encaisser. Donc l'impact sur les revenus, l'impôt sur les revenus va être peut-être limité. Les conditions pour en bénéficier orientent également les investissements vers des zones à forte tension locative, mais aussi vers des locataires qui ont des revenus un peu plus modestes, on va dire. Donc les équilibres financiers devront être calculés objectivement, et il faudra être très vigilant sur le risque de perte de la valeur marchande du bien à terme. Attention également, ce dispositif doit normalement cesser au 31 décembre 2024 et le gouvernement précédent avait clairement indiqué qu'il ne serait plus de nouveau prorogé. Donc il va falloir être vigilant sur la loi de finances 2025 pour voir le devenir de ce dispositif ou si on nous le remplace par un autre dispositif. Parmi les autres dispositifs également à mentionner, il y a alors, le dispositif de Normandie, qui est un peu l'équivalent du Pinel, mais pour l'ancien, avec un total de travaux devant représenter au moins 25% du total de l'investissement. Ce dispositif a quant à lui été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Autre dispositif défiscalisant, le dispositif Malraux, destiné aux rénovations d'immeubles anciens dans les quartiers historiques dégradés. L'avantage fiscal se caractérise par une réduction d'impôt de 22%, voire 30% des travaux dans la limite de 100 000 euros de travaux pendant 4 ans. C'est donc bien supérieur au déficit foncier habituel de 10 700 euros par an. Reste à s'assurer de la rentabilité d'un tel investissement. Ce dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Le sera-t-il à nouveau ? Ça, pour le moment, on ne sait pas. Il faut noter que les projets déjà engagés dans des dispositifs défiscalisants et qui viendraient à prendre fin sur la nouvelle loi de finances ne devraient pas être remis en cause. Au-delà de ces programmes de défiscalisation, l'investisseur peut se renseigner auprès de l'ANA, par exemple, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, ou d'autres partenaires pour se renseigner sur les aides potentielles à l'investissement. Très bien. Je vois que les choix est large et les critères sont nombreux. On a vu les choix d'investissement liés au projet, on a vu les choix d'investissement liés à la fiscalité. Sur le plan juridique maintenant, si je veux investir avec des amis ou transmettre à mes enfants, puis-je passer par une société par exemple ? Effectivement, même si l'investissement à plusieurs ou la transmission n'exige pas la création d'une société, c'est quand même très préférable. Ça permet d'organiser les prises de décision, organiser ou réaliser des donations-partage, permettre aux parents de continuer à gérer le bien après l'avoir donné. Donc la solution d'une société, elle peut être très efficace dans ces cas-là. Le choix du type de société peut également influencer le régime fiscal et inversement. Par exemple, pour faire du meublé via une SCI,
celle-ci sera nécessairement sous le régime de l'impôt sur les sociétés, alors qu'il est également possible pour du meublé de passer d'être en société et d'être à l'impôt sur le revenu via une SARL de famille, avec d'autres conséquences, notamment de cotisation sociale pour le dirigeant, mais tout est possible. Très bien. Et en cours de vie des projets immobiliers, les situations des investisseurs et leurs revenus changent. Peut-on alors modifier les statuts juridiques et ou la fiscalité sans se séparer des biens acquis? À la base, si l'investissement n'a pas été effectué par une société, mais par l'investisseur personne physique, rien ne l'empêche de mettre son bien dans une société. Il faudra toutefois soigneusement mesurer en amont les coûts qui vont être engendrés par ce passage, puisque ça va générer des frais de notaire, ça va générer un impôt sur la plus-value, des frais de constitution de société, etc., etc. Et après, une fois que le changement est effectué, revenir en arrière, ça peut être un petit peu compliqué également. Ça peut être également très onéreux. Il faudra, en plus, si on est passé en société, demander à tous les associés s'ils sont bien d'accord de revenir en arrière. Donc c'est peut-être un petit peu plus complexe. Il est donc vraiment recommandé en fait de réfléchir au préalable à l'intérêt d'apporter un bien à une société. L'idéal étant donc de créer la société dès le démarrage pour acquérir les biens. Et là, on aura peut-être l'option du choix fiscal. On peut être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et on peut changer en cours de vie, donc passer de l'IR à l'IS. Effectivement, il est possible au cours de l'investissement, compte tenu de l'évolution des revenus de l'investisseur, de se poser la question d'un changement de régime fiscal. Donc passer de l'impôt sur les sociétés à l'impôt sur le revenu ou inversement, ou passer de l'impôt sur le revenu donc, à un régime meublé. Attention toutefois, ces changements doivent être évalués et discutés au préalable, car ils peuvent générer des coûts significatifs et sont souvent soumis à des délais d'option d'un point de vue fiscal, auprès de l'administration fiscale. D'accord. Je reviens juste sur l'intérêt d'une société pour faire une transmission. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce point ? Effectivement, donc parmi les points forts de la mise en place d'une société, c'est que cela permet aux parents de transmettre tout en maîtrisant le bien. Il leur suffit, par exemple, de se nommer gérant avec des pouvoirs très élargis pour éviter en fait leur crainte qui est généralement la dilapidation du patrimoine. La société, elle permet d'éviter l'indivision en cas de décès. Ça favorisera la donation avec un partage anticipé des parts. On peut donc faire une donation-partage des parts de son vivant et ne pas attendre donc le décès. L'intérêt de cette donation-partage, par exemple, c'est aucune remise en cause au moment du décès. On a partagé du vivant, donc au décès, on applique ce qui a été fait du vivant. Et ça permet également d'éviter le droit de partage demandé en cas de succession de 2,5%. Ça peut être également la manière en fait de faciliter la relation avec la banque. Si j'emprunte à titre personnel et qu'ensuite je veux donner le bien à mes enfants, la banque elle va me demander de rembourser mon prêt puisque je ne peux pas transmettre la dette. Alors que si l'emprunt a été effectué par la société, je ne transmets pas la dette, je transmets des parts de société et donc la donation porte sur les parts sociales. Donc aucun changement au niveau de la banque. Ensuite, on peut également citer la possibilité de déduire du capital restant dû pour le calcul des droits de donation la valeur de ce prêt. Je donne mon immeuble, mais je ne donne pas mon immeuble, mais je donne les parts d'une société qui est endettée. Il est donc normal que je puisse déduire le passif de cette société. Il sera également possible, ça on verra avec Yacine, de s'appuyer sur une comptabilité pour déduire de la valeur donnée les apports d'argent qui auraient pu être faits par les associés et qui auraient pu être inscrits donc, dans les comptes courants d'associés. Très bien. En conclusion, on peut donc dire que l'immobilier ne s'improvise vraiment pas. Exactement. Les choix à faire sont à la fois purement immobiliers, localisation, type de bien, qualité du bien, mais aussi patrimoniaux, juridiques et fiscaux. Il faut étudier sérieusement le projet, sans en éluder les points faibles. On a tendance naturellement à se focaliser sur les points forts et éluder les points faibles. C'est pourquoi une étude financière et fiscale est vraiment recommandée pour rassurer non seulement l'investisseur, mais aussi son entourage, voire son banquier. Très bien, merci pour cette intervention très claire. Nous allons passer à la phase des questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet des questions qui est en bas à droite de votre écran. Pour commencer, justement, une question à vous poser.
Marie-Christine, est-ce que tu peux nous donner un exemple chiffré d'un cas de transmission avec ou sans société? Oui, tout à fait. Je vais être assez simple. On prend l'exemple d'un couple qui est propriétaire d'un immeuble qui a une valeur de 500 000 euros et sur lequel il y a encore un emprunt en cours d'une valeur de 200 000 euros. Le couple envisage de donner à leurs enfants la nue propriété de ce bien. Qui dit nue propriété dit je ne donne pas l'intégralité de mon bien et donc on a un barème qui est un barème fiscal qui est calculé en fonction de l'âge des usufruitiers. Et donc dans l'hypothèse ici, on va prendre le cas où on donne 60% de la valeur du bien. Donc la valeur de la nue propriété représente 60% de la valeur du bien. Mon bien vaut 500 000 euros, j'en donne 60% à mes enfants, je donne sur une valeur fiscale de donation de 300 000 euros. Si par contre ce bien avait été détenu au sein d'une SCI, ce n'est pas le bien que je vais donner, c'est les parts. Donc il faut que je valorise ces parts. Ces parts sont valorisées à 500 000 euros l'actif, 200 000 euros de prêt qu'il me reste en cours, donc une valeur nette en fait des parts qui est, elle, de 300 000 euros. La nue propriété va donc être calculée sur cette base de 300 000 euros. Et donc je vais donner non pas comme tout à l'heure, sur une base de 500 000 euros, je vais donner 300 000 euros. Je pars de ma valeur nette, donc les 300 000 euros de mes parts. J'applique mon taux de 60% sur la nue propriété. Et donc, ce que je donne, c'est une valeur de 180 000 euros. On allège ainsi l'assiette de la donation de 120 000 euros. Très bien, merci. On va du coup passer aux questions posées par l'assistance. Faut-il faire une SCI par bien? Est-ce que c'est plus avantageux? Moi, je dirais que ce n'est pas une obligation, mais c'est peut-être plus simple en termes de gestion par la suite, puisque derrière, en fait, ça vous permet justement peut-être d'adapter aussi la fiscalité SCI par SCI et quel type de bien vous allez tout simplement mettre dans la SCI. On peut faire des SCI par exemple, même sur de la résidence secondaire, on peut faire de la SCI sur du locatif. Globalement, pour moi, il n'y a pas une solution unique. Ça s'étudie en fonction de votre situation personnelle. Ce n'est pas une obligation, ça se pratique, mais c'est plus, je pense, une modalité de gestion interne et personnelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, complètement. En fait, ça dépend de la stratégie derrière tout ça, et ça dépend aussi de l'investisseur. Est-ce qu'il y a des donations à faire? Est-ce qu'il y a des biens qui vont être conservés plus que d'autres? Donc voilà, il n'y a pas forcément de vérité absolue là-dessus. C'est vraiment une stratégie qu'il faut discuter avec tous les partenaires, avec le banquier, avec le comptable. Et voilà. Donc il n'y a pas forcément de meilleures pratiques à ce sujet, quoi. Une autre question, l'imposition sur la plus-value à la revente peut être lourde. Quelle est la stratégie pour limiter le poids de cette fiscalité? Et justement, c'est ce qu'on présentait précédemment par rapport à l'impôt sur le revenu ou alors à l'impôt sur les sociétés. En fait, c'est les différentes phases, c'est les différentes catégories d'impôts que j'ai présenté précédemment. En fonction, ça c'est des choses justement qu'il faut analyser dès le départ pour ne pas avoir, pour limiter les changements pendant la phase d'investissement. Et pour éviter cela, je dirais qu'il faudrait se mettre plutôt à l'impôt sur le revenu, voire un régime meublé. Mais encore une fois, ça dépend de la structure de votre revenu, ça dépend de votre foyer fiscal, ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a pas de vérité absolue également là aussi. Il faut vraiment se poser, peser le pour et le contre. Quels sont les avantages à se mettre à l'impôt sur le revenu en fonction de vos revenus issus du travail, de vos revenus issus du capital, quels sont les inconvénients, et si j'opte pour une société, donc à l'impôt sur les sociétés, schématiser les deux, tirer les schémas sur toute la phase de l'investissement et voir quels sont les avantages et les inconvénients et peser le pour et le contre. Mais voilà. Moi, j'ai l'habitude en fait de faire des simulations sur finalement c'est l'enrichissement final de votre opération. C'est si je pars en fait sur une SCI à l'impôt sur le revenu, je vais avoir de l'impôt immédiatement et je vais être fortement fiscalisé, mais au bout de 30 ans, j'ai plus de plus-value. Ça, c'est un fait. Si je passe à l'impôt sur les sociétés, je n'ai
aucune imposition personnelle, donc ça n'impacte pas ma vie personnelle, mais par contre, je sais que si je revends mon bien, je vais avoir une fiscalité importante. Et en fait, il faut tout simplement mettre en balance les deux choses. C'est quel a été mon enrichissement sur ces deux opérations. C'est sur, par exemple, si le bien, je veux le garder 10 ans, ou si je veux le garder 30 ans, la simulation va être complètement différente. Et là, on peut vous accompagner en fonction de votre situation personnelle pour orienter le meilleur investissement pour vous. Faut pas se dire nécessairement que la fiscalité de la plus-value à la revente va être lourde. Si votre bien est très générateur de revenus, il est peut-être plus intéressant d'avoir une grosse plus-value à la sortie, mais d'avoir des revenus non fiscalisés pendant toute la durée de vie du bien. Donc ça, c'est pareil, ça s'adapte en fonction de chaque personne. Donc analyse à faire oui. Projet par projet, exactement. En fonction de la stratégie du exactement, et on est en mesure de simuler tout ça assez facilement. Alors, quel type de société est possible si on est seul? Alors là, on va plus être sur des sociétés commerciales type SAS unipersonnel ou alors EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Pour faire une SCI, il faut nécessairement être à minima 2 personnes. Voilà. Exactement. Mais du coup, est-ce qu'on peut être un seul bénéficiaire effectif en passant par une société intermédiaire, par exemple? Si je suis, moi, actionnaire, j'ai une holding à côté, je peux créer ma SCI avec moi et ma holding, par exemple. Exactement. Ça peut être une solution. Ça peut être un schéma possible, effectivement. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de schéma type et de solution miracle. Chaque porteur de projet a sa situation, son objectif, sa stratégie. Et donc, il y aura une ou des solutions qui vont pouvoir s'adapter, que ce soit en termes de juridique ou de fiscal, qui va s'adapter à son besoin et à sa situation à l'instant T, à son projet à l'instant T. Dans 20 ans, les éléments auront changé, il faudra certainement l'ajuster. Peut-on acheter une SCI à l'IR et exploiter le bien avec une SAS à l'IS? Oui, aucun problème. C'est la SAS qui va louer, c'est la SAS à l'impôt sur les sociétés, qui va louer le bien donc à la SCI à l'impôt sur le revenu. Donc la SAS qui est à l'impôt sur les sociétés va verser un loyer à la SCI qui est à l'impôt sur le revenu. Donc les loyers ils vont être déduits de la SAS, donc qui va payer son IS. Voilà, ça va être une charge déductible de la SAS à l'impôt sur les sociétés. Et la SCI qui est à l'IR va devoir déclarer au niveau des détenteurs de cette SCI-là le bénéfice de cette SCI dans leur revenu foncier. Mais c'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'une SCI est à l'impôt sur le revenu que la société qui l'exploite doit être à l'impôt sur le revenu ou inversement. Voilà, encore une fois là-dessus, les schémas ne sont pas figés. Alors, acheter un grand bâtiment en résidence principale et créer des appartements dedans. Est-ce réalisable et quels sont les impacts? Alors, vous pouvez acheter un grand bâtiment en résidence principale et créer des appartements. En fait, tout dépend. Est-ce qu'il va y avoir une division cadastrale aussi au niveau des appartements qui vont être créés? Et quel est l'objectif derrière? Puisque ce ne sera pas votre résidence principale. Si vous créez des appartements, ce sera des biens locatifs. En fait, vous pouvez créer, excusez-moi, mais vous avez répondu, en gardant un appartement pour soi. En fait, vous pouvez très bien acheter un immeuble et garder un appartement pour vous, ça pose aucun problème. Mais vous serez en fait sur le régime de la location, soit meublée, soit de la location traditionnelle nue, sur le reste des logements. C'est comme si vous achetiez... en nom propre, mais oui, également en nom propre. Oui, bien sûr. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter un immeuble et garder un appartement pour vous et ne pas... forcément, il n'y aura pas de location sur la partie que vous avez achetée en résidence principale. Merci donc de votre attention. N'hésitez pas à solliciter nos conseillers sur le sujet pour tout projet d'investissement locatif. On l'a vu, plus ils sont pris en amont... l'efficacité de l'investissement est bon derrière. Vous pouvez d'ores et déjà noter que nous vous accueillerons dans nos agences en novembre pour nos traditionnelles réunions de référence économique agricole et vous recevrez très prochainement les invitations pour toutes les informations. Pour connaître le prochain webinaire, restez connectés. Encore merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.